Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, 4 morts importés disparus sur le triste bilan d'une inondation survenue la nuit dernière à Dabondi 3, commune de Matoto. Les services de sécurité sont toujours sur place pour retrouver d'éventuels survivants. Et puis lancement des travaux de la réunion interministérielle du GIABA. Cette 21e réunion s'est penchée sur les rapports des différents pays dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et c'est le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État qui a présidé les travaux. Enfin, nous irons en région forestière où le ministre des Travaux publics sur certaines routes en construction, Moustapha Naïté, apprécie l'état d'avancement des ouvrages et leur niveau d'exécution. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité sur drame survenu dans le quartier d'Abondi 3, dans la commune de Matoto. 4 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi suite à une inondation. D'autres personnes sont portées disparues. Les services de sécurité étaient ce matin sur place pour retrouver d'éventuels survivants. Alpha Isiagaba. Ils dormaient tous quand ces citoyens ont été surpris par cette inondation. C'était aux environs d'1 h du matin. Le bilan est lourd. Selon les premières informations de la protection civile, 4 morts sur place et des disparus. Parmi les morts, les enfants de Mabinti Souma. Nous sommes au quartier d'Abondiraya, commune de Matoto. La maman des victimes est sous le choc. Quant à leur papa, il s'en remet à Dieu. Je viens de perdre 4 de mes enfants dans cette inondation. Les enfants m'ont appelé la nuit pour me dire « Maman, l'eau est rentrée dans la maison ». C'est ce que le Tout-Puissant Allah a décidé. Nous sommes musulmans, on remet à Dieu. Malgré les difficultés d'accès à cet endroit, citoyens, sapeurs-pompiers, agents de la Croix-Rouge, sur place, multiplient les efforts pour retirer des décombres les autres corps. C'est les dégâts de la première pluie de l'année 2019. Seulement le regret, parce qu'on a enregistré 5 morts. On a retrouvé 4 corps d'abord, le 5e n'est pas retrouvé. Donc les pompiers sont là pour chercher les 5e aussi. C'est le travail là qu'on est en place. Ce nouveau drame rappelle celui de 2017 à la décharge de Dar Salam où près de 10 personnes avaient perdu la vie. Selon les témoins, la construction anarchique serait la principale cause de ce nouveau drame de Dabondi. Ces marquages sur les habitations prouvent que bien avant ce drame, les autorités du ministère de la Ville avaient demandé aux citoyens de quitter les lieux. D'une part, les citoyens ont leurs responsabilités. Parce que quand vous bloquez le passage de l'eau, parce que nous connaissons depuis à l'enfance, quand l'eau vient, l'eau n'a pas de passage, l'eau va chercher un endroit où il va passer. C'est ça qui a provoqué. Mais la faute, c'est à l'habitat. Parce que les gens construisent les maisons à n'importe comment. S'il y avait un plan cadastral qui est établi au niveau national et au niveau urbain et interurbain, je vous assure, c'est les autres pays, on ne voit pas ça. Au même moment, nous apprenons qu'une autre inondation s'est produite au quartier Momo Liberté, dans la commune de Dixine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Les autorités à tous les niveaux sont invitées à agir dès maintenant, avant les grandes pluies. Le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au quartier d'Abondi 3, commune de Matoto. Objectif, présenter les condoléances du peuple du chef de l'État aux différentes familles éplorées suite au drame survenu la nuit dernière. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobelekita. Le drame s'est produit ici à Dabondi 3, dans la commune de Matoto. Bilan, 5 morts et un enfant de 7 ans. Les dégâts matériels sont également énormes. Une 8aine de bâtiments complètement détruits par les eaux. Les jeunes se sont déplacés. Ah Bakar, tu es là, tu dors. Il y a l'eau qui est en train d'envoyer chez toi. Il dit, ah mais comment est-ce que je peux faire? Je suis avec les enfants. Il a fait sortir ces petits moyens qu'il y a avec lui. Il a donné aux enfants pour pouvoir déboucher le coin qui a été bouché.
Mais les enfants ont fait les mieux, n'ont pas pu. Entre-temps, les mêmes enfants sont venus pour lui dire que vraiment, à Bakar, il y a maintenant un vague d'eau qui s'abat sur ta maison. Il dit, ah, comment est-ce que je peux faire? Entre-temps, l'eau a frappé à sa porte. Il a voulu ouvrir la porte, mais il ne pouvait pas. Il était avec sa femme et ses 2 enfants. Il y avait des enfants qui étaient avec l'enfant des cousins et des cousines, quoi. Donc, l'eau a enfoncé directement le mur qui était là-bas. Le mur est descendu. Donc, il s'est débattu pour avoir la vie sauve. Il a pris ses enfants et plus la femme. Comme il y avait un monsieur qui, entre-temps, avait suivi l'action, lui s'est déplacé, il a fait sortir ses enfants. Le monsieur l'a vu en aide. Il faisait maintenant sortir ses enfants pour pouvoir leur donner la voie. Donc c'est comme ça, ainsi de suite, que l'eau a pu se dégager pour venir mettre les dégâts que vous voyez maintenant là. Très affligé par ce drame, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana est venu présenter les condoléances du peuple de Guinée et du chef de l'État, professeur Alpha Condé, aux différentes familles et pleurer. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse que nous venons de vivre ce que nous avons vu. Les conditions d'insalubrité dans lesquelles vivent les populations de Dabondi 3 sont simplement insupportables. Cela signifie que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour créer et garantir les conditions de sécurité des citoyens. Il n'est pas permis de construire comme on veut, où on veut. Il appartient à l'État de mesurer les risques des localités pour dire non, on ne peut pas faire ici, oui, on peut faire là. C'est le drame que nous venons de vivre. Vous voyez des maisons construites sur le caniveau. Le passage de l'eau obstrué. L'eau a trouvé son chemin en raclant les chambres et faisant des victimes qui ne méritaient pas de perdre leur vie. C'est triste. Le président m'a demandé de venir sécher les larmes des victimes, apporter la solidarité du gouvernement et donner la garantie aux populations que le gouvernement sera de leur côté pour leur apporter le soutien nécessaire et surtout prévenir des situations comme ça pour que, franchement, on ne perde pas des vies humaines pour rien. Ce qui est arrivé hier nuit est vraiment regrettable. Le bilan est lourd. 5 morts, 1 disparu. Bien que nous soyons tristes, mais l'arrivée des autorités, surtout le Premier ministre, cela nous soulage énormément. Lui, c'est le père des 4 victimes. Adi Saran Anung Amamadi Kere Ne Tamberim Barafindi Fureda Dorborifan ma deuxième imam Khana Miyowe Khama Madi Nana Soulinde Gouvernement Barsa délégation Bain Ekatalu ale na imasibe feme edarfe nara emuso khere asema wetanang be wona wonta mane sunni na wombir mato kana wombar sewa etaluira wonyama. La perte est énorme, mais elle est due à la construction anarchique des bâtiments. Ici, par exemple, cette maison est construite sur le passage des eaux des ruissellements. Il faudrait que les gens comprennent que ce qui est arrivé, il y a encore un corps qui n'est pas retrouvé. Et les enfants viennent tous de la même famille. Il faudrait que les gens comprennent que c'est le début de la saison des pluies. Si nous étions au mois de juin ou au mois de juillet, qu'est-ce qui allait se passer? Le drame allait dépasser ce qui est déjà arrivé. Donc il faudrait que les gens acceptent. Le maire est là, le génie militaire est là. On va prendre des dispositions tout de suite pour que les machines viennent et que les machines commencent à travailler. Mais ces machines ne vont pas travailler si la population riveraine n'accepte pas que les machines viennent. Parce qu'il y a des concessions qui méritent d'être cassées. On ne peut pas le faire si ces concessions ne sont pas cassées. Vous avez vu les ordures encore qui sont restées. Donc c'est ce que je demande à cette population riveraine, d'accepter que les machines soient là et que nous travaillons pour le bien de la population.
Aujourd'hui, il est question, selon les techniciens, de curer les caniveaux et libérer les emprises afin de faciliter la recherche de l'enfant disparu et éventuellement viabiliser la zone. Dans l'actualité également, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce samedi au lancement des travaux de la réunion du comité interministériel du GIABA. Cette 20e réunion s'est penchée sur le rapport des différents pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la région ouest africaine. Bureau de presse de la présidence, Ibrahim Akita. C'est en 2000 que la conférence des chefs d'État de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis en place le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. L'objectif est le renforcement des capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la sous-région. Depuis quelques jours, Conakry est la capitale de cette organisation à travers la tenue de la 20e session de la réunion du comité interministériel. C'est le chef de l'État, le professeur Alpha Condé en personne, qui a présidé les travaux de la réunion du GIABA. Des travaux qui font suite à une série d'ateliers et autres échanges des experts. Ainsi, durant ces travaux préliminaires, les experts se sont penchés sur plusieurs questions, dont l'évaluation des rapports des pays membres. Selon le directeur général du GIABA, malgré quelques insuffisances, la Guinée a marqué des pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir la présente opportunité pour féliciter la République de Guinée pour les importants progrès réalisés dans la correction des déficiences stratégiques identifiées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cours des 18 derniers mois. En effet, lors de l'examen du 9e rapport de suivi de la Guinée en novembre 2018 à Banjul, la plénière a pris note du lancement officiel du processus d'évaluation nationale des risques à la suite de l'accord conclu entre le pays et la Banque mondiale. Dans son intervention, le président en exercice de la réunion du comité interministériel du GIABA a demandé la conjugaison des efforts pour l'atteinte des objectifs. Notre convergence dans des rencontres de ce calibre est justement une manière de montrer nos résultats collectifs, mais aussi exposer nos efforts délibérés afin de prendre corps un phénomène qui est aujourd'hui devenu une menace à notre existence en région. C'est une indication de la gravité, mais aussi de l'engagement que nous avons mis dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a tout d'abord mis l'accent sur le phénomène de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avant d'inviter le GIABA à plus d'engagement pour vaincre le mal. Je voudrais tout d'abord me réjouir du choix porté sur mon pays pour abriter cette 21e réunion ministérielle du GIABA et vous remercier pour avoir honoré de votre présence cette rencontre importante consacrée à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme dans notre sous-région. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour en Guinée. Je voudrais saisir cette opportunité pour faire quelques réflexions sur l'objet de cette rencontre importante. En premier lieu, je pense que le phénomène du blanchissement des capitaux est un véritable fléau pour nos sociétés et nos économies fragiles. Les efforts que le GIABA déploie pour combattre ce fléau sont éminemment louables et méritent nos encouragements. En effet, le blanchissement est un processus qui permet de donner une légitimité apparente à des fonds d'origine criminelle. Dans ce processus, les gains générés par ces actes criminels tels que la fraude, le vol et le trafic de stupéfiants sont convertis à travers les comptes bancaires en biens immobiliers ou en produits de luxe d'apparence légale. Certes, les besoins en investissement de notre pays sont souvent si importants que la tentation est grande de ne pas porter une attention suffisante à l'origine des offres de capitaux. Mais rassurez-vous, dans le cas de la Guinée, nous avons toujours été fermement résolus à ne pas succomber à ces tentations. En second lieu, j'estime que le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux sont intimement liés. En effet, dans les deux cas, on s'efforce de dissimuler des fonds
pour qu'ils ne soient pas détectés par les autorités publiques et les techniques de dissimulation sont souvent semblables. Parlant du terrorisme, nous n'avons pas pensé à ce qui s'est passé cette semaine. Et en mon nom, au nom du gouvernement du peuple de Guinée, je présente mes condoléances, toute ma sympathie à nos frères du Burkina, nos frères du Nigeria, nos frères du Tchad, qui ont subi le terrorisme d'un côté ou de Boko Haram, et aussi à nos frères du Mali, qui ont commis une inondation qui a entraîné presque 18 morts. Mais aussi hier à nos compatriotes guinéens de Matoto, qui ont connu aussi des morts par suite d'inondation. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le blanchissement des capitaux va donc de pair avec la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais rappeler que dans cette lutte, la Guinée a mis en place plusieurs structures qui se complètent. Nos services de police, nos autorités de réglementation ainsi que notre appareil judiciaire communiquent entre eux, échangent des renseignements les plus importants et coordonnent leurs activités. Ce qui a permis de démanteler efficacement des structures de capitaux et certaines sources de financement des organisations criminelles. Mais dans un contexte de plus en plus globalisé financièrement, des migrations faciles des terroristes, d'alliances et de coopération entre groupes terroristes, de multiples obédiences, le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme ont pris des dimensions complexes qui exigent une coopération internationale. Des événements malheureux survenus dans certains pays de notre sous-région en sont une parfaite illustration et prouvent à suffisance qu'aucun pays n'est à l'abri des actes terroristes qui affectent les performances de nos économies, la paix et la sécurité de nos populations. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que le GIABA offre incontestablement, j'en suis convaincu, une plateforme efficace pour le partage d'informations, l'établissement de stratégies communes et la promotion de politiques et de normes avisées qui constituent des armes déterminantes de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Je voudrais vous assurer à ce sujet que dans ce noble combat, la Guinée ne ménagera aucun effort et prendra les dispositions appropriées pour mettre en œuvre de bonnes pratiques recommandées par le GIABA et le groupe d'action financière GAFI afin de s'aligner sur les normes internationales. J'ai écouté, Monsieur le Directeur général, des insuffisances encore dans notre système et je vous garantis que je veillerai personnellement à ce que ces insuffisances soient relevées afin que la prochaine fois, vous n'ayez que des félicitations à faire à la Guinée, non pas de remarques. Enfin, nous voulons honorer les engagements pris en tant que membre du GIABA. C'est un exercice que notre pays nécessaire de mener à bien. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais tout simplement souligner que vos réflexions sur les sujets qui sont abordés au cours de cette réunion sont d'une importance capitale pour les autorités politiques et l'ensemble des États et institutions que vous représentez. Toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui nous appuient, restent attentifs aux conclusions et recommandations résultant de vos travaux et espèrent vivement qu'elles permettront de raffermir davantage la coopération sur-régionale en matière de sécurité en général et de lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme en particulier. Je déclare ouvert la 20e réunion ministérielle du GIABA. Merci pour votre aimable attention. Cette 20e session de la réunion du comité ministériel du GIABA à Conakry a pris fin sur une note d'espoir, cela après l'examen par la réunion du rapport d'évaluation de chaque pays membre. Vous suivrez l'intégralité de cet élément juste après cette édition d'information. À présent, je reçois sur ce plateau M. Kolimara. Il est le président de la cellule nationale de traitement des informations financières. M. Mara, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Quelles ont été les grandes lignes de la 31e session de la commission technique du GIABA à Conakry? D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous faites pour parler un peu de blanchiment, malgré que le temps est assez court. Alors, le GIABA, d'abord, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Alors, le GIABA a ces deux réunions. Quand on dit les réunions statutaires, nous avons les réunions de la commission technique et la réunion ministérielle. Donc en Guinée,
sur du 12 au 18 mai, il y a eu donc lieu les réunions statutaires du GIABA. D'abord la réunion de la commission technique, ça c'est la réunion des experts, qui ont porté donc sur l'évaluation de certains pays qui a été programmée pour cette session. Et ensuite, les résultats de cette évaluation ont été remontés au niveau de la réunion ministérielle, donc dont la cérémonie d'ouverture a été placée sous la haute autorité de M. le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Justement, M. Mara, à part la 31e session, il y a également la 20e réunion interministérielle. La Guinée est à quel niveau dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? Bon, la Guinée a fait beaucoup de progrès. Bon, je ne peux pas citer tous ces progrès, mais ces progrès ont été reconnus à la 28e plénière du GIABA à Abuja, qui a fait que le pays qui était placé sous le régime renforcé et maintenant a été retiré du régime renforcé pour être placé sous le régime régulier accéléré, même plus que les autres États. La Guinée même est en avance aujourd'hui sur beaucoup d'autres pays dans le cadre justement de la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Donc si je prends par exemple la mise en œuvre des résolutions 1267 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc la Guinée est assez en avance et beaucoup d'autres pays s'inspirent de l'expérience guinéenne pour essayer effectivement de mettre en place leur dispositif. Justement, pour finir, quels sont les mécanismes que la Guinée dispose pour poursuivre les recommandations issues des travaux de Conakry? Le premier mécanisme justement c'est d'abord la cellule nationale de traitement des informations financières qui constitue justement le pivot justement de cette lutte. Autour de la CENTIF justement gravite un certain nombre d'acteurs qu'on peut appeler les assujettis. Il y a aussi les correspondants de la CENTIF. Alors la CENTIF mène des actions sur deux fronts. Sur le plan d'abord de la prévention, nous sensibilisons les assujettis, l'opinion publique. Nous venons d'organiser 4 ateliers justement sur les assujettis là, en mars et en avril. Ensuite, sur le plan de la répression, nous menons des investigations sur des cas de blanchiment. Des cas suspects de blanchiment pour justement rechercher la preuve, soit de blanchiment ou de financement du terrorisme. Et lorsque nous avons la preuve, nous faisons notre rapport pour adresser au procureur de la République, territorialement compétent. Merci M. Mara d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, après les opérations de déguerpissement du centre directionnel de Koloma, l'heure est à la viabilisation du site. Le ministre de la Ville, de l'Aménagement du territoire rencontre les promoteurs immobiliers locaux pour une meilleure explication des principes d'occupation édités pour la construction de cette nouvelle cité. Déjà, Kapororaï Nuluk sera construit sur un minimum de 8 étages avec des espaces verts. Explication, Saint-Martin Francine Adounou. L'opération de déguerpissement du centre directionnel de Koloma, reconnu sous le nom de Kapororaï, a duré plus d'un mois. Le sujet avait été au cœur des débats à Conakry. Au terme de cette action, 169 hectares sur 267 que compte le site sont récupérés de nos jours. Pour la mise en valeur de ce domaine public libéré, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire rencontrent les promoteurs immobiliers nationaux, chefs d'entreprise, représentants de quelques institutions de financement et partenaires techniques partagent le contenu d'une projection architecturale du cabinet cubain Siboney. Cette rencontre que nous avons eu à organiser est une rencontre initiée par le président de la République qui a insisté de faire en sorte que la population guinéenne, à travers les investisseurs que nous avons, se rende à l'évidence que le dégagement qui a eu lieu à Koloma est fait pour que nous ayons une très belle capitale et que la belle capitale que nous voulons avoir, en tout cas que chacun de nous souhaite, se fasse avec l'action des Indes nationaux. Promoteurs immobiliers et techniciens trouvent de l'intérêt dans la réalisation de ce projet. Un projet futuriste qui transformera l'image architecturale de Kapororaï. On a dit aujourd'hui qu'il faut aller sur les immeubles intelligents pour au moins aujourd'hui que notre environnement change. Par exemple, quand on prend un immeuble intelligent, vous avez le problème de climatisation qui est fourni par l'énergie solaire à près de 50%. Vous économisez sur l'énergie, vous économisez sur l'eau.
tout et tout. Donc le ministre a quand même donné des réponses très satisfaisantes dans ce sens-là. Nous attendons d'obtenir les études qui ont été faites. Nous attendons d'obtenir tous ces documents-là qui peuvent nous permettre aujourd'hui de faire nos investissements. Nous devons faire en sorte que Koloma ne soit pas construit de façon anarchique. Qu'on ne va pas être dans une situation où on a des R+1, après on a des R+8, après on a des R+20, alors un quartier désordonné. Non. Aujourd'hui, c'est très clair pour Koloma. Le minimum que nous puissions avoir, c'est R+8. Le type d'habitation est désormais imposé aux futurs investisseurs. 8 étages, c'est le niveau minimum. Pas de vente de parcelles sur ces sites. Un système de bail est proposé par l'État. L'ambition du président de la République est donc de faire du centre directionnel de Koloma un pôle d'attraction moderne. Une nouvelle cité avec toutes les commodités de vie construites pour les Guinéens et avec les promoteurs immobiliers locaux. En déplacement, le ministre des Travaux publics sur certains chantiers de construction de routes dans la région forestière, Moustapha Naïté veut s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il se dit satisfait de leur niveau d'exécution. Mangafode Touré, Yaya Zatouni Tunkara, envoyé spéciaux. Deila s'apprête à recevoir pour la première fois 12,6 km de bitume au centre-ville. C'est une volonté du gouvernement de doter les villes de l'intérieur du pays en voirie urbaine. Sur le terrain, BGEC s'active pour l'avancement des travaux. C'est le même élan à Lola où l'entreprise réalise également 12,5 km de voirie. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu dégager 15 745 mètres sur une prévision de 12 500 mètres linéaires. Nous avons pu faire un rechargement sur la couche de fondation sur 6 000 mètres linéaires. Nous avons en chantier, en exécution, 12 ouvrages hydrauliques, des dallos un par an. Là, nous avons dégagé 12 km et nous sommes en train de recharger 4 km en prévision. Sur les 4 km, nous sommes, je crois, à 1700 mètres de recharger. Dans le même registre, l'entreprise chinoise Henan Chine accélère la cadence des travaux pour la réalisation de cette autre route d'intégration régionale, Lola Danané, de près de 40 km entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous avons exécuté environ 23 km au niveau de la couche de base, en grave concassé 0,315 et aujourd'hui nous avons fait la planche d'essai pour le bitume. Le projet connaît cependant quelques retards par endroits, des retards liés au déguerpissement des villages dans les emprises de la route. C'est 39 km de route qui vont permettre à Lola de devenir un vrai centre commercial, économique et qui va relier naturellement la Côte d'Ivoire à la Guinée. Donc nous sommes là-dessus et nous allons davantage sensibiliser la population et c'est ce qui est en cours. Les indemnisations seront effectivement payées aux populations riveraines. Donc pour l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Mais le travail continue, ne s'arrête pas. La SOGIM, elle, poursuit le reprofilage de la route entre Zérékoré et Yomou. Le ministre des Travaux publics est satisfait de l'état d'avancement des travaux sur le tronçon. À Oueta, situé à quelques 23 km de Zérékoré, les populations manifestent déjà leur joie à travers cette réception à l'honneur de la délégation du ministre. Pour soutenir le processus national d'évaluation du respect des droits humains en Guinée, des ONG locales sont à l'école pour mieux préparer les rapports. L'initiative est du Haut Commissariat aux droits de l'homme. La Guinée prépare son 3e examen périodique universel prévu en janvier 2020 à Genève. Makale Souma, Amarakoba Souma. L'examen périodique universel des États est l'examen par le Conseil des droits de l'homme de la manière dont chaque État s'acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme. La Guinée a passé son 2e examen périodique universel en janvier 2015. Pour son 3e passage, le pays organise cet atelier avec la participation des organisations de la société civile et l'Institution nationale indépendante des droits humains. Le processus que vous avez enclenché va nécessiter encore plus de consultation, plus de concertation, plus d'assiduité et plus de ténacité, non seulement pour aligner des recommandations, mais pour les faire adopter dans leur substance
ou même en obtenir plus de substance, et surtout pour en obtenir l'exécution. Grâce à son expertise et surtout à son expérience dans la promotion et l'avancement des droits humains, l'UPR Info aide au renforcement de capacités de la société civile guinéenne. Son objectif est de faciliter la participation inclusive de ces organisations dans le processus de l'EPU. Au-delà de l'aspect technique, donc on a montré l'aspect technique, comment rédiger un rapport, mais le plus important c'est d'être engagé tout au long du processus de l'EPU qui dure 4 ans et demi, et surtout que toutes les ONG, les OSC soient unies, surtout si elles travaillent sur la même thématique et qu'elles ont toutes le même objectif, c'est d'améliorer la situation des droits de l'homme en Guinée. Les conventions, comme vous le savez, portent sur la torture, sur les droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, etc. Et donc il a été question de préparer la société civile et l'INDH, c'est-à-dire l'Institut national indépendant des droits de l'homme, sur la façon dont un tel rapport doit être rédigé. Cette rencontre permet de faire le point sur la situation de l'EPU Guinée, de présenter les bonnes pratiques dans la soumission d'un rapport à l'EPU, mais aussi et surtout de préparer les participants à faire des stratégies de plaidoyer au-delà de la soumission d'un simple rapport. Politique, week-end, le RPG Arc-en-Ciel appelle à la mobilisation pour une nouvelle constitution. Dans une déclaration rendue publique ce samedi à son quartier général, la mouvance invite ses alliés à la formation d'une puissance forte de soutien au débat citoyen sur la nouvelle constitution. Les échos avec Maurice Sidibé. Au quartier général du parti au pouvoir, le bureau politique, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés se sont penchés ce samedi sur la problématique de la nouvelle constitution. Dans sa déclaration de circonstances, le secrétaire administratif a, au nom du parti, invité la jeunesse, les femmes, les leaders d'opinion, les sages et les cadres de l'intérieur et de l'extérieur à la formation d'une puissante force de soutien au débat sur la nouvelle constitution. Le RPG Arc-en-Ciel, fidèle à ses options et convaincu de la justesse des choix politiques et économiques du président de la République, le professeur Alpha Condé, lance un appel aux citoyens et citoyennes de Guinée, aux jeunes, aux femmes et aux leaders d'opinion, aux militants et sympathisants d'associations et de mouvements de soutien en vue de la formation à travers tout le pays d'une puissante force politique de soutien à cette initiative. Ce débat citoyen et responsable qu'appelle notre parti de tous ses vœux doit s'instaurer autour de l'impérieuse nécessité de doter la Guinée d'une nouvelle loi fondamentale qui répond à ses nouvelles aspirations, à ses ambitions légitimes et aux exigences de modernité. En sa haute qualité de premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante, le professeur Alpha Condé a le devoir et l'obligation suprême, avant la fin de son second mandat, de doter le pays d'une loi fondamentale votée par référendum par le peuple souverain de Guinée. L'actualité politique guinéenne de ces derniers jours a été au cœur de cette assemblée générale. Pour Dr Mohamed Diani, le peuple est libre d'exprimer son opinion sur le sujet de la nouvelle constitution. Ni le président de la République, ni le Rassemblement du peuple de Guinée n'ont parlé de troisième mandat. Nous n'avons jamais parlé de troisième mandat. Mais quand des citoyens s'expriment sur la situation politique de notre pays, adhèrent à la politique de notre président, apprécient le bilan du président, je pense que ça c'est légitime. C'est au peuple de dire ce qu'il veut faire de sa constitution.
citoyens sont libres d'exprimer leur opinion. Enfin, sport, football, c'est un véritable coup de tonnerre dans la famille sportive en Guinée. La Confédération africaine de football donne raison au Sénégal sur l'affaire de fraude sur l'âge de 2 jeunes Guinéens à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des cadets Tanzanie 2019. Dans un communiqué publié sur le site de la FEGIFOOT, l'instance de football guinéen qualifie cette décision de manifestement erronée. Elle compte faire appel. Abdelaziz Baldé pour en savoir davantage. La Coupe d'Afrique des Nations U17 connaît des prolongations sur tapis vert seulement 3 semaines après la fin du tournoi en Tanzanie. La CAF accuse la Guinée, finaliste de cette 13e édition, de fraude d'identité sur 2 heures suite à une plainte déposée par le Sénégal. Selon la commission disciplinaire de l'instance, Aboubakar Konté et Ahmed Tidiane Keita n'étaient pas éligibles pour participer à l'épreuve. Conséquence directe, la Guinée est disqualifiée à la Coupe du Monde de sa catégorie au profit du Sénégal. Le Sili cadet est également suspendu pour les 2 éditions à venir. Plus loin, les footballeurs concernés sont interdits d'exercer toute activité sportive sur une période de 2 ans. De lourdes sanctions qui laissent les Guinéens entre inquiétude et désespoir. Je suis choqué. Et directement, ce que je peux vous dire réellement, il faut qu'on assume. Parce que là, l'erreur ne vient pas d'ailleurs, l'erreur vient de nous-mêmes. Si vraiment on avait pris les dispositions et on avait respecté quand même les principes réellement le principe et le règlement de ce tournoi, on ne serait pas aujourd'hui dans cette merde-là. Si on retire les médaillons aux joueurs, vous savez ce que ça fait? Les enfants, tout le monde les ont acclamés. Parce qu'en notre temps, Dieu ne nous a pas donné cette chance-là. Je suis un ancien footballeur. Dieu ne nous a pas donné cette chance-là d'être à une phase finale, jusqu'à la finale. Mais Dieu a donné la chance à ces enfants-là. Mais il fallait préserver cela. Ça, c'était un acquis. Mais aujourd'hui, le football guinéen, c'est vraiment décevant. On avait ce trophée-là en main. Comment la Guinée allait faire pour retourner ce trophée-là? Et puis sur le plan international, l'image de la Guinée sera toujours salie. Ce que moi je demande, qu'à la prochaine fois, les techniciens, la fédération n'ont qu'à prendre toutes les mesures possibles pour éviter un tel cas, même de petits doutes qui poussent les gens à pousser réserve contre la Guinée. Outre ces sanctions sur le terrain, la FEGIFOOT écope également des sanctions financières et devra s'acquitter d'une amende de 100 000 $ américains. Elle est priée de retourner à la CAF toutes les médailles reçues en tant que finaliste dans un délai de 21 jours. 24 heures après ces annonces, l'instance de football guinéen a réagi à travers son site. Dans ce communiqué, la FEGIFOOT est sereine et qualifie cette décision de la CAF de manifestement erronée. La Fédération guinéenne de football a fait également appel à la décision tout en espérant que ce recours donnera raison à la Guinée. C'était tout pour cette édition d'information. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.